conversation, quitte à ce que d'autres personnes se joignent à nous chemin faisant. Bienvenue à la table ronde sur les mécanismes de la désinformation. J'espère que vous êtes tous là pour cette table ronde-là. Parce que chacun d'entre vous qui part, on perd 20% de notre public. Donc, bienvenue. Mon nom est Guy Berthiaume. Je suis bibliothécaire et archiviste du Canada émérite et conseiller scientifique auprès du Fonds de recherche Société et Culture du Québec. Cette année, Métropolis Bleue a décidé de mettre l'accent sur le thème science et littérature. Et dans ce contexte-là, une conversation sur les médias sociaux s'est imposée d'elle-même. Depuis plus de 2 ans, l'épidémie de COVID-19 a placé les enjeux scientifiques au centre de notre vie quotidienne. Qui dit vrai? Qui dit faux? À quels experts faut-il se fier? La diffusion des vraies et des fausses nouvelles est dorénavant un sujet de préoccupation quotidien. Les plateformes les plus conséquentes, Facebook, Twitter, ont mis en place un arsenal de moyens visant à empêcher la propagation de la désinformation. Est-ce suffisant? Ces outils ont-ils atteint la cible? Que reste-t-il à faire? J'ai avec moi 4 experts qui vont nous permettre de tenter d'y voir clair. Je vous les présente en ordre alphabétique, en m'excusant par avance auprès d'eux de faire bref. Pour rendre justice à leurs 4 CV, il m'aurait fallu toute l'heure qui est consacrée à notre table ronde. Donc, mes excuses de faire bref. Valérie Borde. Ah, vous êtes presque dans l'ordre. Oui. Non. Valérie Borde est chef de bureau sciences et santé du magazine L'Actualité. Elle est diplômée de l'École nationale de chimie de Paris et elle est journaliste scientifique depuis 1990. Nicolas Lévesque est psychologue, psychanalyste, écrivain et chroniqueur. Son dernier ouvrage est paru en 2021 et il a pour titre « Ptoma, un psy en chute libre ». Caroline Quashtan est professeure titulaire, et c'est toujours très long, je pense. J'ai toujours une émotion pour Franco Novo qui essaye, oui, dimanche matin, de nommer votre titre au complet. Ça bien bon, c'est la dernière fois demain. Ah, OK. Alors, professeur titulaire, département de microbiologie, infectiologie, immunologie et pédiatrie de l'Université de Montréal. Finalement, Louise Poisson est directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec, Société et Culture, depuis 2015. Auparavant, elle était professeure et doyenne à l'UQAM et elle a contribué considérablement au développement de la recherche dans le domaine des arts médiatiques. Avant de leur céder la parole, un petit mot de logistique. Nous allons tenter de consacrer les 10-15 minutes de notre conversation aux échanges avec l'auditoire. Donc, préparez vos questions, vos interventions. Je vais amorcer nos échanges en demandant à nos panélistes s'ils ont été surpris de constater à quel point la diffusion de fausses nouvelles et de théories complotistes ont pris de l'importance au cours de la pandémie de COVID-19. Alors, Valérie, je vais commencer avec vous. Surprise? Pas de problème. Non, du tout. Je pense qu'il y avait tous les ingrédients pour avoir des fausses nouvelles. Un sujet, la vaccination, qui provoque des fausses nouvelles qui a commencé à en provoquer avant même d'avoir été inventé, on pourrait dire. C'est une histoire qui remonte au XVIIIe siècle, l'opposition au vaccin. Les médias sociaux avec leurs bulles, pas nouveau non plus, pas propre à la pandémie. Ça a commencé avec Trump et même avant, là, mais ça a pris beaucoup d'ampleur avec Trump. La science, pas nouveau non plus, qui est des fausses nouvelles en science. La science, c'est compliqué, c'est mal compris. Et puis, une problématique qui implique des gouvernements et des élites, des scientifiques, des journalistes qui relaient l'information. Ça, c'est les 4 éléments. Et puis, le dernier élément le plus important, je pense, c'est la peur. La pandémie, ça a fait peur à tout le monde. Quand on a peur, on se repose beaucoup sur nos émotions et les fausses nouvelles, elles ont beaucoup à voir avec nos émotions puisqu'elles nous touchent. C'est la caractéristique principale des fausses nouvelles par rapport aux vraies nouvelles. Oui, ben bonjour. Moi, ça m'a troublé cette question de la désinformation pour un psy. Je me suis creusé les méninges. Je pense qu'on fait face à une arme, je dirais, il y a les armes chimiques en guerre, mais là, c'est une arme cognitive qui cache, je dirais, peut-être une arme affective. C'est-à-dire qu'on va
on va utiliser les informations, mais au fond, par en dessous, on va peut-être manipuler par les émotions, je trouve beaucoup, parce qu'il y a un climat de peur quand même de plus en plus, avec, bon, évidemment la pandémie, mais la guerre, et puis le climat. Et puis je pense qu'à partir de la peur, c'est sûr que ce qu'on va essayer de manipuler, c'est le sentiment de sécurité, d'une certaine façon, chez les gens. Puis un des sentiments de sécurité qu'on peut avoir, c'est l'appartenance, c'est l'identité. Puis je pense que le problème avec la désinformation, c'est que c'est la science, puis la transmission de la science, c'est deux choses. Hein? C'est-à-dire que dans la transmission de la science, on tombe dans un domaine où les gens ont des familles de sens, je dirais. C'est-à-dire qu'ils vont s'identifier, pas de façon rationnelle du tout. Là. C'est-à-dire que voilà les gens que je vais écouter, voilà les gens à qui je m'identifie, voilà à quoi j'appartiens. Puis ça peut aller vraiment au-delà de toute espèce de considération rationnelle. Hein? Puis on le voit dans les guerres de religion avant, c'était utilisé aussi. C'est-à-dire que les gens se disaient si j'appartiens à telle croyance, mais on peut penser que socialement, on le voit avec la Russie et l'Ukraine, dans les guerres, je dirais, extérieures, mais il y a des guerres intérieures dans une société où on voit, bon, il y a eu l'assaut du Capitole, les gilets jaunes, etc. Il y a eu des guerres, on pourrait dire, plus civiles, intérieures, qui utilisent la désinformation vraiment pour des raisons plus affectives et identitaires. Puis c'est là que quand la science arrive pour transmettre son message dans un climat social de division comme ça, où finalement on n'est pas beaucoup dans la raison, là, on est beaucoup dans l'émotion, ben, il y a un réel problème, il y a un réel défi pour une société, puis on verra qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ensemble peut-être. Docteur Costa, j'aurais le goût juste de tweaker un peu ma question. Avez-vous été surprise à ce point-là, que ça soit aussi présent, les mécanismes de désinformation? Bien, un peu comme ce que Valérie disait, tout était là pour que ça survienne. Je pense que ce qui m'a surprise un peu, c'était le rôle de certains scientifiques dans la désinformation. C'est-à-dire qu'on a tous été témoins de collègues très bien en selle qui ont pris les différentes études et qui ont interprété les études de façon moins rationnelle, je vous dirais, pour rajouter parfois de l'huile sur le feu. Valérie disait, le mouvement anti-vaccin est là depuis des siècles. On se rappellera juste de la variole à Montréal, là, où les francophones ont été beaucoup moins bien vaccinés que les anglophones parce qu'il y avait eu une certaine campagne de désinformation. Mais cette fois-ci, il y a eu vraiment un rôle des scientifiques dans cette désinformation-là. On sait déjà que souvent, c'est ceux qui sont contre la vaccination et qui relaient les premiers messages sont des scientifiques chevronnés. Là. Ils ne pratiquent plus nécessairement comme scientifiques, mais ont la capacité de regarder une étude puis d'aller chercher les éléments qui peuvent tourner un peu de façon démagogique. J'ai toujours dit que si j'étais anti-vaccin, je serais super bonne, là, parce que je suis tout à fait capable de retourner une étude et lui faire dire, si j'ai envie de mettre le doigt sur quelque chose qui est problématique, je suis capable de le faire. Et donc, les scientifiques ont cette capacité-là et certains l'ont fait. Et je voudrais que ce qui est compliqué, c'est quand on fait de la science, il y a des choses qu'on trouve qu'on ne s'attend pas à trouver, là, puis il faut le rapporter quand même. Autrement, il y a un biais de publication. Donc, on trouve, par exemple, on prend juste certains vaccins où il y a eu des effets secondaires marqués, il fallait le rapporter. Mais là, après ça, comment tu fais pour le rapporter, pour communiquer cette information-là sans que ça soit pris à mauvais escient, puis retourner contre toi? Moi, personnellement, ce que j'ai trouvé difficile, c'était l'interaction entre le politique et le scientifique, où souvent, tu sais, je me faisais dire, écoute, là, nous, ce qu'on veut, c'est que tu dises que tous les vaccins sont bons puis sont tous équivalents, mais je ne pouvais pas faire ça parce que la science démontrait qu'il y avait quand même certaines différences entre certains vaccins. Puis, à mon sens, il faut être transparent, mais cette transparence-là peut être reprise de différentes façons, et je vous dirais que cet équilibre-là est très, très difficile à trouver. Non, pas surprise. Puis je ne redirai pas ce qui a été dit, mais j'y adhère absolument. Ça faisait partie des points que je voulais aborder, mais je peux peut-être amener des choses. D'abord, la science, c'est pas une entreprise qui permet de trouver une vérité simple. C'est pas ça. C'est un processus qui va d'essai en erreur et qui évolue en fonction des recherches des collègues, etc. Alors, déjà là, il y avait matière à un peu controverse parfois sur des sujets comme
la pertinence de porter le masque ou non, ou la sécurité de le porter, sur certains tests, leurs valeurs, etc. C'est un terrain parfait. Et disons, ce qui rend une autre dimension, puis là c'est vrai pour la COVID, mais c'est vrai pour plein d'autres choses sur les changements climatiques, etc., c'est le fait que la science devient tellement spécialisée que c'est très difficile pour le citoyen ou le public de comprendre exactement le message du scientifique. C'est impossible. Ça prend vraiment des étapes intermédiaires. Je me souviens d'une émission de Pivot où il y avait 2 prix Nobel de physique, puis un des 2 a dit à l'autre « Je comprends absolument rien de ce que tu fais. » Bon, mais c'était quand même un prix Nobel là, qui parlait. Alors, on comprend que quand on arrive avec des recherches scientifiques très poussées, bien, c'est pas facile et le scientifique n'est pas forcément la meilleure personne. Les journalistes scientifiques sont un très bon relais, excellent relais, puis au Québec, ils sont excellents, mais ce n'est pas toujours des journalistes scientifiques qui font le relais. Alors, il y avait ces facteurs-là. Le facteur d'associer la science à l'élitisme, dont tu as parlé aussi, est essentiel. Je veux dire, pour nous, au fond de recherche, c'est une des premières choses qu'on cherche à combattre. La science, c'est pour tout le monde. C'est pour les filles, les garçons, de tous les milieux. Je veux dire, l'enseignement des sciences est excellent au Québec. Il faut qu'il soit promu. On pousse beaucoup de recherches de ce côté-là. Le côté menace aussi, psychologique, c'est clair que c'est vrai que le rationnel prend... puis surtout, beaucoup de gens se disent qu'ils veulent avoir un meilleur contrôle eux-mêmes, qu'ils vont trouver eux-mêmes leur information, puis ils se rabattent sur les médias sociaux qui, effectivement, relaient presque le plus vite possible les mauvaises nouvelles, les doutes, et les propagent. Puis je veux quand même ajouter une petite chose, c'est que les sondages que j'ai consultés, dont le dernier même fait par l'ACFAS, par le FCI et la Fédération canadienne de l'innovation et l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences dans ses congrès la semaine qui commence, là, tous les sondages montrent quand même qu'au-delà de 80% au Québec et au Canada croient adhèrent à la science, adhèrent à l'idée de se faire vacciner, trouvent que les médecins sont sérieux, ont trouvé remarquable la gestion politique au Canada et au Québec encore plus. C'est le Québec qui avait le meilleur score. Je veux dire, la désinformation, ça touche quand même n'importe quelle couche sociale, etc., mais ça touche beaucoup moins de monde que l'adhésion ou la confiance que les gens ont en la science, qui est moins forte qu'en France. En France, c'est au-delà de 90% de l'adhésion, la confiance dans des... En fait, d'ailleurs, la confiance en la science est plus haute. Nous-mêmes, on avait fait faire un sondage en janvier, avant la pandémie, et la confiance en la science est plus élevée depuis la pandémie. On a fait deux autres sondages qu'avant la pandémie. Alors, la pandémie n'a pas nui, mais c'est sûr que c'était une grosse machine à fake news, par contre. Oui. Mais en plus, je peux dire que je crois en la science, mais là, ma question, c'est laquelle? Parce que, c'est ça. comme vous disiez, il y a des gens qui se proclament scientifiques, et je peux croire à ce qu'ils disent, ça peut être contraire complètement. Valérie, vous, je disais que vous êtes journaliste scientifique depuis 90, donc vous avez connu l'époque avant médias sociaux. Oui. En quoi ça change votre pratique? En quoi ça change votre façon d'aborder la COVID ou d'autres façons de communiquer? Ben, je dirais que ça la change de 2 manières. Ça la change dans nos propres sources d'information. Les médias sociaux sont quand même... les médias sociaux, Internet en général, parce que j'ai commencé avant Internet. Ça nous permet d'accéder à énormément d'informations, et notamment à de l'information de sources officielles, les revues savantes, etc., l'information directe depuis des chercheurs, d'avoir plus de contacts, de mieux saisir quelle information circule. Ça nous permet aussi d'accéder à l'information qui est justement, qu'on voit partager, les fausses nouvelles. Moi, par exemple, dans mes comptes Twitter et Facebook, j'essaye d'être autant amie avec des gens qui sont d'accord avec moi, mais aussi avec des gens qui ne sont pas d'accord, des complotistes, etc., parce que c'est important pour moi d'accéder à cette information, de voir ce qui circule. Donc ça, c'est la première chose qui a changé, c'est que ça nous donne, je pense, une meilleure vision que quand chacun était
chez soi, dans sa bulle. Il y avait la même désinformation qui existait avant, mais elle était, je veux dire, c'était dans les villages, il y avait des rumeurs qui couraient, puis c'était pas sur les médias sociaux, puis maintenant ça l'est. Puis les médias sociaux ont amplifié ça beaucoup de par leurs algorithmes, etc. Puis l'autre chose, c'est à l'inverse aussi, pour diffuser l'information, ben, les médias sociaux sont quand même aussi utiles pour relayer l'information aux gens qui consultent moins les médias traditionnels, et puis à toutes sortes de gens qu'on arrive à toucher directement, qu'on ne touchait peut-être pas avant. Donc c'est un outil qui, s'il n'y avait pas des dérives qui sont liées aux algorithmes eux-mêmes, c'est pas tant les médias sociaux le problème que la manière dont ils sont gérés, organisés, qui permettent les bulles qui sont des bulles d'opinion et pas des bulles nécessairement d'intérêt commun. Et ça, c'est un défaut des médias sociaux, mais en soi, je pense que ça permet quand même aux gens de mieux se connaître, de mieux s'informer, mais aussi de mieux mal s'informer, malheureusement. Est-ce que quelqu'un va répondre? Non, c'est moi. Mais je sais ça, l'isoler, oui. Nicolas, ça a changé votre façon de voir votre travail, de gérer votre travail, la présence des médias sociaux? Mon travail comme psychologue? Bonne question. Oui et non, c'est-à-dire que ça m'a surtout forcé à ne pas être sur les réseaux sociaux comme psychologue. Ça compliquerait largement mon travail si je l'étais. Là. Mais je dirais socialement ou avec mes patients, puis lié à la désinformation, ce que je vois, c'est effectivement plus un amplificateur. Hein, c'est-à-dire que c'est pas... L'amplificateur peut amplifier n'importe quelle sorte de musique d'une certaine façon. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas taper tant sur la technologie elle-même que sur d'autres moyens, je pense, d'améliorer la situation. Moi, je pense qu'on devrait plus miser sur l'éducation, par exemple. Il y a d'autres moyens. Je ne pense pas qu'on peut contrôler complètement. Quand on donne aux gens un outil comme ça de diffusion, j'ai l'impression que c'est... Des fois aussi, il ne faut pas être hypocrite, c'est-à-dire que quand on a plus accès à ce que les gens pensent dans une société, on ne peut pas non plus penser que tout le monde va penser comme nous. Comme quand on est allé à Hérouville, quand ils faisaient des consultations sur la laïcité, puis qu'on se rendait compte qu'il y avait des Québécois racistes, c'est sûr que les réseaux sociaux vont plus montrer ce que les gens pensent en général, puis c'est un peu hypocrite de penser que ça nous surprend ou que c'est la faute des réseaux sociaux que les gens pensent comme ça, alors que la désinformation a toujours existé. Dans les ruelles au Moyen-Âge, il y avait des gens qui étaient désinformés. C'est juste que si on leur donne un réseau social, ben là, tout d'un coup, ça donne une amplification. Puis aussi, le réseau, le mot le dit bien. Là, moi, je suis juste assez vieux pour avoir vécu le passage du 1.0 au 2.0. Puis de voir que c'est devenu social, que c'est devenu du réseau, c'est quand même intéressant sur l'être humain. Hein, comment au lieu d'être ça, c'est le philosophe Nietzsche qui disait que l'être humain n'est pas un animal de vérité, mais qui cherche la sécurité, justement. C'est plus... rapidement, la science est là plus pour la vérité, pour les faits, puis au-delà, justement, de si ça nous choque ou non. Puis, alors que l'être humain, ben, si ça le choque ou si tout d'un coup, ça fait que si je crois à ça, ma famille ne m'aimera plus, mes amis ne m'aimeront plus, très rapidement, l'être humain va dire ben, je ne crois pas à ça. Donc, c'est pour ça que la science, comme disait Caroline par rapport aux politiques, le politique est très conscient de l'aspect très émotif de la population, c'est-à-dire que la population se divise en partis politiques, la population se divise en opinions, les familles vont se chicaner, alors que la science, ben, à la base, c'est pas sa responsabilité, ça, c'est de lancer dans l'espace public quelque chose qui pourrait déranger. Si on se rendait compte, tel vaccin, finalement... ben non, on s'est trompé. Finalement, c'est pas par là qu'il fallait aller. C'est sûr que la population va être troublée, mais c'est pas le rôle de la science. C'est pour ça que la science a besoin d'aide dans sa transmission sociale. Qu'est-ce qui peut aider la science à gérer tout le problème psychologique et émotif que ça cause, hein, comme quand on a dit que la Terre tournait autour du Soleil, là, ça ne doit pas être drôle à gérer comme crise non plus, là, je pense. Donc, il n'y avait pas Twitter. Donc, voilà. Caroline, vous avez été très présente dans les médias. Est-ce que s'il n'y avait pas eu toute cette circulation-là de désinformation, vous vous seriez senti aussi obligé d'assurer cette présence-là? Bien, ma présence médiatique découlait de mon rôle que je considère être un rôle d'enseignant. Là, je suis professeure à l'université, j'enseigne aux étudiants
à l'undergrad, là, au premier cycle, puis aux étudiants gradués. Pour moi, cette passation d'informations-là, elle est la même que quand je le fais dans les médias traditionnels. Je pense que là où j'ai senti une plus grande responsabilité, c'est que je me suis rendu compte que si je ne prenais pas la place, il y en a d'autres qui allaient parler. Et quand d'autres parlaient, ça avait tendance à générer beaucoup plus d'anxiété, parce que quand le message n'est pas clair, là, écoute, on ne comprend rien à l'autre bout, là, c'est évident. Et donc, je me suis dit, je ne les ai pas toutes prises, là, parce qu'à un moment donné, il faut faire autre chose dans la vie aussi, mais j'ai quand même senti que quand je parlais, les gens comprenaient et que ça apaisait certaines craintes. Parce que ce qu'on dit depuis le début, là, cette pandémie-là, ça a été la peur face à l'inconnu. Et je pense que de déboulonner les mythes, mais de dire aussi ce qu'on ne savait pas, ça permettait aux gens d'avoir un meilleur contrôle sur leur vie. Tu sais, ce que les fake news faisaient, en fait, c'était rassurer les gens, mais je pense qu'on est capable de les rassurer aussi avec ce que la science a démontré, puis avec ce qu'on a compris, avec la capacité aussi de faire des liens, puis de généraliser par rapport à ce qu'on sait déjà sur les autres virus, les vaccins, sur les maladies infectieuses en général, puis que, écoute, c'est un virus comme un autre, là, oui, il a vraiment fait suer pendant 2 ans et demi, mais malgré tout, il y a certaines notions biologiques qui sont déjà là, puis qu'on peut expliquer. On s'est trompé, capable de le dire, mais je pense que cette transmission d'informations-là était hyper importante. C'était difficile à gérer l'équilibre entre dire vrai et être rassurant, être clair, être simple, parce que être clair, être simple, c'est ça les médias. Mais c'est compliqué pour un scientifique, comme on se l'a dit. Pour vous, ça a été difficile à gérer, l'équilibre? Non, parce que j'ai toujours dit vrai. J'ai jamais menti. Je me suis fait pointer du doigt quand j'ai donné des mauvais exemples qui, pour certains journalistes, n'avaient pas de bon sens. Mais c'est correct. J'avais dit la vérité, j'ai jamais menti. Et ça, je pense que à travers le temps, ça s'est ressenti. T'sais, puis quand je le savais pas, je le savais pas. Là. Moi, de la bullshit, j'en ai jamais dit. Et donc, si on se sent tiraillé entre la vérité et le message simple, il y a quelque chose qui passe pas. Il faut vraiment être authentique. Et moi, j'ai toujours pris ce parti-là. Louise, comment tu réagis? Comment ça a changé la vie du fonds de recherche? Les médias sociaux. La crise, la COVID, mais l'ensemble de la situation. Les médias sociaux, je veux dire, on a assez vite, on n'est pas les premiers, mais assez vite adhéré à assimiler les médias sociaux aux 3 fonds, puis le site du scientifique en chef est très consulté. Alors, on est sur plein de médias sociaux. C'est important pour nous parce que ça rejoint une portion de la population, surtout les jeunes. J'ai vu des statistiques là, très récentes où, en fait, c'est en bas de... Ça tombe en haut de 60 et 75% qui ne consultent pas une revue scientifique papier, qui ne regardent pas une émission de télévision, n'écoutent pas une émission de radio, sont essentiellement sur les médias sociaux. Alors, compte tenu du fait qu'en recherche, je veux dire, notre public, c'est aussi les étudiants, alors c'était très important. Par contre, et en plus de ça, on valorise énormément la mobilisation des connaissances, c'est-à-dire le transfert des connaissances ou le partage des connaissances en dehors des réseaux scientifiques, des revues scientifiques, alors des contacts avec le public, etc. Et là, pour nous, c'est très dur à gérer parce que les scientifiques ont aussi des opinions. Ils ne partagent pas juste des résultats d'analyse. Ils ont des opinions, puis des fois, ils ont des opinions qui ne sont même pas dans leur domaine. Mais le fait que ce soit des scientifiques, ça donne un poids additionnel. Picasso le disait, d'ailleurs, on me questionne sur la guerre, sur plein de trucs. Je ne suis pas un spécialiste de ça, c'est un peintre. Mais c'est vrai qu'il était questionné sur tout, en fait. Einstein aussi, bon, pour donner des clichés. Alors, pour nous, c'est difficile à gérer ça parce que ça nous achale, il faut le dire. Quand un scientifique, par ailleurs, très brillant et connu, se permet de faire des observations dans des domaines qui ne sont pas du tout les siens. Bon, évidemment, on n'intervient pas, mais c'est vrai que... Et en ce moment, on a aussi un problème, c'est que la démocratisation de tout, des valeurs, du vote, où le vote de chacun compte pour un vote, bien, l'opinion de chacun trouve que son opinion vaut autant que celle des autres. Alors, ça aussi, c'est
pas simple à gérer sur le plan des scientifiques, parce que chaque opinion, incluant l'opinion de n'importe qui, peut avoir de la valeur. Et on l'a vu sur les grands influenceurs sur les médias sociaux. On a vu 75% relevaient sur la question de la pandémie, je veux dire que c'était... La pandémie elle-même était pas une pandémie, la COVID, etc. C'est 12 personnes aux États-Unis qui sont à l'origine de 75% du volume des échanges contre les études scientifiques sur la pandémie. Je veux dire, qui partent des États-Unis, mais évidemment, ça a circulé partout à travers, en Occident. Alors, c'est dire que les influenceurs qui sont là-dedans, il y a un des fils de Bob Kennedy. C'était des grands noms, là, en plus. C'est pas des inconnus, vous avez dû voir ça aussi. Je veux dire, ces gens-là ont énormément d'influence. Alors, c'est donc très important pour nous d'occuper aussi cette place-là, que les scientifiques occupent le plus possible cette place-là. La mobilisation des connaissances, on met des points dans tout, sur le CV du chercheur, sur sa programmation, on a des programmes orientés là-dessus. Enfin, on essaie de soutenir le plus possible le lien entre la science et les chercheurs et le public. Cela dit, la science sera toujours un objet de controverse parce qu'une théorie scientifique, bon, la Terre est pas plate, mais pas ronde non plus. Je veux dire, il y a plein de nouvelles théories scientifiques, je veux dire, qui nous équipent mieux pour comprendre quelle est exactement la morphologie de la Terre. On ne peut pas s'arrêter à juste croire qu'elle est ronde. Et la science, c'est toujours essayer d'élargir ou d'approfondir les théories ou de remettre en question les théories présentes. Alors, c'est vrai que quand la population est très inquiète, ce qu'elle veut, c'est être rassurée. Voilà, c'est bien évident. Ben oui. Avec n'importe quoi. Hein. Mais ce que tu dis sur la capacité des scientifiques de s'exprimer à l'extérieur de leur sujet, c'est quelque chose qui a été, dans les années 50-60, ça allait de soi, parce qu'il n'y en avait presque pas. Il y en avait 50 au Québec, c'est pas non, c'est surtout. Mais on nous a aussi beaucoup reproché, tournant des années 2000, un peu avant, où sont les scientifiques dans la cité, vous parlez juste de votre petit... C'est ça. Alors, on a été poussé aussi un peu à l'extérieur de notre zone de confort. Quand tu parles pas à un journaliste scientifique, mais à un journaliste généraliste, il faut que tu t'attendes à ce qu'il pose des questions qui sont bien à l'extérieur de ton champ. Et c'est ça qui est très inconfortable. Mais il faut être capable de dire « je le sais pas ». Oui. Ça s'apprend, hein? Mais c'est-à-dire que oui, ça c'est une chose. Ça qu'on maîtrise, qu'on connaît, on peut dire ça. Mais dire, comme j'ai déjà vu des gens dire, ben ça, j'ai une opinion, mais c'est pas dans mon... Je le sais, je pense que je le sais, mais c'est pas dans mon champ d'expertise. Alors, je veux vous dire qu'il faut penser de quelque chose sur lequel je connais pas plus que vous. Alors, c'est ça qui est plus compliqué. Mais quand les scientifiques ont arrêté de le faire, on leur a reproché beaucoup. En tout cas, singulièrement ici, parce que les médias généralistes étaient tellement habitués à ce que Guy Rocher se prononce sur n'importe quoi. Je ne veux pas blaster Guy Rocher, mais ceux de cette génération-là, Rioux, etc., tu leur posais une question sur n'importe quoi, puis il y avait une opinion, puis Alice Parizeau, on peut tous les nommer, là. Mais, donc, ça, c'est difficile. Moi, Nicolas, la question que j'avais pour un psychologue, il y a une affaire qui, personnellement, m'agace beaucoup sur Twitter, c'est que je peux dire quelque chose, c'est pas Guy Berthiaume qui le dit. Je peux m'appeler Petit-Casse 3.14.16. Personne ne saura jamais qui je suis. Et ça, je trouve ça malsain. Est-ce que c'est pas un vecteur de désinformation, le fait qu'on soit dans la Facebook, je crois que c'est bien différent. Il y a ma photo, puis il y a mon nom. Donc, si je dis une imbécilité, les gens savent qui je suis. Mais sur Twitter, je ne connais pas les autres, TikTok, je ne sais pas. Mais cette capacité-là de se cacher derrière une autre, il me semble que c'est un vecteur très fort de désinformation ou malinformation.
Oui, de violence aussi, hein, beaucoup d'intimidation. Puis c'est une grosse question. Mon point de vue là-dessus, c'est que il y a quelque chose de fondamentalement humain à ça, c'est-à-dire que c'est aussi les humains aiment ça se cacher, mettre des masques, aller dans la fiction. C'est sûr que si tu leur donnes un moyen comme ça, ils vont l'utiliser. Puis je pense pas que le problème est tant dans le moyen qu'il faut aller à la racine, c'est-à-dire pourquoi quelqu'un a tant de violence au fond. Après ça que tu te caches pour. Je pense pas que c'est si grave. C'est plus qu'est-ce qu'il y a en dessous, qu'est-ce qui bouille chez l'humain. Puis je trouve qu'on s'occupe pas beaucoup de ça. Souvent, on va critiquer toutes les choses plus superficielles, les réseaux sociaux, tout ça. Mais bon, par exemple, le discours sur les jeunes, hein, on va beaucoup dire ça, le temps d'écran, puis tout ça. Mais puis par exemple, se cacher sur les réseaux sociaux. Mais j'ai l'impression qu'on ne s'occupe pas fondamentalement, comme on dit depuis tout à l'heure, comment ça se fait que l'être humain n'est pas meilleur pour tolérer le doute, par exemple. C'est ce qui est la science, en fait, hein, qu'il n'y a jamais de certitude si définitive. Hein. Comment ça se fait qu'on est si mauvais là-dedans? Comment ça se fait qu'on est si insécure? Comment ça se fait que les gens ont tant de violence? Ça vient aussi des tensions sociales. Hein. Il y a la pauvreté, les classes sociales, le manque d'éducation, les injustices. C'est sûr qu'après ça, si tu mets un pseudonyme, ben, il y a des chances que ce qui t'anime, puis tu utilises ton pseudonyme probablement pour faire du mal. T'sais. Mais je pense pas que le problème, c'est le masque ou le pseudonyme. Je trouve qu'on s'occupe pas assez de ce qu'il y a en dedans des êtres humains. Puis pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus compliqué, en fait. C'est-à-dire que là, il faudrait repenser la société pour qu'il y ait une éducation scientifique, qu'il y ait une éducation qu'il y ait moins d'injustice. C'est comment on fait pour éduquer les gens à fermer leur cellulaire. C'est Jack de chercher, lui? Je vais y aller moi-même. Non, mais c'est bon, ça ponctue, faut qu'on passe la parole. Valérie, sur cette question-là de la violence, des échanges que permettent les médias sociaux. Je suis tout à fait d'accord avec ça, effectivement. Je pense que l'anonymité est un moyen de se protéger pour faire ressortir des choses peut-être qui sont vraiment à l'intérieur puis qui nous enragent, là, on peut dire ça comme ça. Moi, je donne beaucoup de conférences en personne où on dialogue avec les gens, etc. On aborde toutes sortes de sujets hyper controversés ou qui suscitent beaucoup de bagarres sur les médias sociaux, du genre par exemple les vaccins. Moi, depuis que je suis journaliste, à chaque article que j'ai écrit sur les vaccins, il y a toujours eu des réactions hystériques dans les médias sociaux. Bien avant la pandémie. C'est pas nouveau. Les changements climatiques, ça a provoqué exactement la même chose depuis bien longtemps. Et ça s'est beaucoup calmé. Dans des conférences en personne, on n'a jamais ça. Les gens sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus aptes au dialogue. Et je pense que un des problèmes actuels, c'est que ce dialogue qui reflète pas vraiment la réalité, on l'a beaucoup par le biais des médias sociaux actuellement, puis que peut-être on l'a pas assez entre nous. Puis là, la pandémie nous a en plus tous enfermés chez nous, donc c'est encore pire qu'avant. Mais moi, je crois fondamentalement au fait d'être capable de discuter avec des vraies personnes en face de nous. Là on se calme. Là. Et puis, mais ceci dit, c'est vrai que on a beaucoup dit aussi quand ils sont apparus, puis là je prends mon air de personne qui a vu apparaître les médias sociaux, au départ on se disait mais les gens ont donc des idées débiles. On voyait ça beaucoup là, de se dire mais les gens comprennent rien, c'est incroyable et tout ça. Mais c'est pas né avec les médias sociaux. Je veux dire, le fait que des gens comprennent pas c'est quoi un vaccin, ils ne le comprenaient pas non plus avant et depuis bien longtemps et ils ne l'ont jamais compris. Donc en fait, les médias sociaux, ils nous ont quelque part, du point de vue par exemple de la culture scientifique, ils nous ont révélé des choses qui ont toujours existé mais qui étaient moins apparentes. Puis je pense que ça nous donne des prises aussi parce que, comme je disais tantôt, ça nous permet de mieux comprendre qu'est-ce qui ne passe pas comme information. Moi, je fais beaucoup face à tout ce problème de fausses nouvelles, etc., les journalistes se sont mobilisés de plusieurs moyens. Il y a eu beaucoup de fact-checking, de gens qui sont allés prendre des rumeurs, comme le détecteur de rumeurs fait, etc., pour aller contrecarrer les rumeurs. Moi, j'ai plus misé de mon côté sur le journalisme explicatif,
C'est-à-dire essayer de faire confiance à l'intelligence des gens pour leur amener les bonnes informations pour que les gens soient capables de faire des raisonnements par eux-mêmes, pas juste leur dire, bon ben voilà, on a décidé ça parce que c'est comme ça, puis la science nous dit que c'est la meilleure solution. Je pense que ça convainc absolument personne. Par contre, si on est capable d'expliquer aux gens le raisonnement qui nous a amenés là, puis qu'est-ce qui est sûr là-dedans, qu'est-ce qui n'est pas sûr, qu'est-ce qu'on ne connaît pas encore, le fameux « je ne sais pas » qui est super important. Ça aide beaucoup, mais je pense que ça revient à ce qu'on disait tantôt. Ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est qu'au fond, la posture, je pense, scientifique ou même intellectuelle, c'est de vouloir connaître. C'est-à-dire que plus on en connaît, plus on est content. Puis je pense que justement, même il ne faut pas avoir une posture morale, c'est-à-dire que moralement, on peut condamner que quelqu'un utilise un pseudonyme pour faire des choses violentes, mais en même temps, ça nous renseigne effectivement sur... On aime savoir ce que les gens ont en dedans, dans leur tête, dans leur cœur. C'est ça qu'on veut savoir, au fond. Puis c'est juste un révélateur. Puis je trouve ça drôle qu'on se dise, on le condamne, mais on ne veut pas savoir. On ne veut pas savoir qu'est-ce que les êtres humains vivent. Comment ça se fait qu'un homme a tant de violence, par exemple, par rapport aux femmes, par rapport à telle religion, par rapport... Qu'est-ce que ça veut dire sur l'être humain? Puis au fond, c'est un peu hypocrite de dire, on va bloquer cette fonction-là sur les réseaux sociaux, puis on va penser que cette violence-là va disparaître. Alors qu'au fond, elle habite autant les gens. Après ça, on peut se demander, est-ce que les réseaux sociaux la font grandir? Ouais. Ça, c'est sûr qu'il faut se demander ça. Il y a beaucoup d'œil pour œil, dent pour dent qui, moi, m'achalent énormément. Parce que, par exemple, comme journaliste et femme, c'est sûr qu'on reçoit beaucoup d'insultes et de gens qui nous traitent de toutes sortes de choses. Mais moi, je mets vraiment un point d'honneur à jamais répondre à ça parce que je me dis, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle vit, la personne en face d'elle. Moi, je me considère comme quand même extrêmement privilégiée. Je suis en bonne santé, j'ai un bon métier, je fais des trucs intéressants, j'ai eu des bons parents, je suis bien éduquée, etc. Ce qui est vraiment pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de gens dans la vie qui n'ont pas de chance de naître dans la mauvaise famille au mauvais moment, d'avoir une mauvaise génétique ou je sais pas quoi. Puis je pense qu'on ne fait pas assez preuve de cette empathie-là et qu'on est beaucoup trop prompt à répondre. Ouais. Puis moi, je reçois, j'en ai souvent discuté avec d'autres journalistes qui reçoivent beaucoup aussi de messages haineux, mais qui reçoivent encore plus parce qu'ils y répondent. Mais moi, j'y réponds jamais et j'en reçois relativement peu. Mais toi, tu y réponds pas. Je ne peux pas parler, là, je ne me suis pas documentée sur les messages haineux, mais c'est clair que ça a un effet d'amplification. Et surtout en période de pandémie, je crois, où en fait, ça, c'est une étude menée par Cécile Rousseau et des chercheurs de l'Université de Sherbrooke. C'est vrai que les jeunes ont été plus susceptibles d'être aux prises avec les médias sociaux et associer médias sociaux et anti-vaccins et complotisme, notamment parce qu'ils étaient plus en situation de détresse. Ils étaient isolés. Certains d'entre eux avaient vécu des ruptures, des problèmes difficiles, ils n'étaient pas dans leur groupe, ils étaient souvent un peu isolés même dans leur famille. Et ça, c'est très propice à développer des réactions de détresse. Tu te sens menacé, tu te sens malheureux, tu te sens alors peut-être plus porté à être plus méchant. Je ne sais pas, là, je ne suis pas psychologue. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est clair que tout ce qui va t'alimenter là-dedans, et notamment toutes les théories complotistes, qui vont te donner l'impression que finalement, la réponse qui t'est offerte ou le vaccin qui t'est proposé, bien, tu es dans un univers de menace. Alors, tu vas l'interpréter d'une manière menaçante. Puis là, surtout que ça s'accompagnait quand même, c'est pas juste la COVID qui est en question, c'est toutes les mesures gouvernementales de confinement, à 8 heures, il fallait rentrer chez soi. Le couvre-feu. Le couvre-feu, etc. Alors, pour beaucoup, c'était aussi une atteinte à la liberté. Puis plusieurs ont pensé que cette atteinte-là pouvait se prolonger ou pourrait se prolonger après les mesures de guerre. Là, on l'a vu récemment que tout ça pourrait se prolonger après la pandémie, sans compter que les vaccins qui allaient arriver allaient peut-être être des nanotechnologies qui allaient nous mettre des puces, puis qui allaient nous permettre... Non, mais vous riez, mais pour des gens qui sont en état de détresse, confinés, fermés, et qui sentent qu'eux sont empêchés de faire des choses qu'ils voudraient faire, puis pour eux, c'est violent, bien, la réaction, c'est sûr que... bon, en tout cas, ça ne m'étonne pas qu'elle soit violente, c'est ça que je veux dire.
Non, puis psychologiquement, c'est sûr que moi, j'ai accès dans ma pratique à toutes sortes de monde, et entre autres à des gens qui étaient complotistes et tout ça. Donc, c'est sûr que j'ai un peu accès à comment ça peut fonctionner. Puis, il y a des aspects très personnels dans le rapport à l'autorité, par exemple. Quelqu'un qui a eu un très mauvais rapport à ses parents, puis après ça à l'école, puis après ça à la société, puis de vivre une espèce de rejet, va se positionner quand même un peu à côté du centre, hein, dans son identité. Donc, c'est évident que si le scientifique est associé à l'autorité, ben là, il y a des bonnes chances qu'ils se disent « Moi, je vais aller vers une connaissance parallèle », un peu comme la paranoïa, para, ça veut dire à côté, tu sais. Donc c'est sûr que c'est difficile dans une société quand même de contrôler ça à 100%. Il y aura toujours des gens qui vont se sentir victimes d'une certaine autorité. Puis je dirais que l'autre affaire dont on parle pas assez, c'est des gens qui sont trop soumis aussi à l'autorité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être trop des bons élèves, puis qui vont écouter les paroles là, de l'autorité comme si ça venait de descendre du ciel, alors que ça non plus, c'est pas une posture très scientifique. Il ne faut pas non plus gober n'importe quoi. Je pense que ça fait partie, on ne le dit pas assez ça aussi, qu'il faut toujours rester quand même un peu méfiant aussi par rapport à toutes les autorités. Hein. Les médias le savent eux-mêmes, je veux dire, ils tournent les coins ronds, là, je veux dire, souvent, ils savent, ils n'ont pas beaucoup de temps, il faut qu'ils soient un peu sensationnalistes et puis tout ça. Donc même les médias officiels, il faut quand même se méfier. Puis il faut se méfier des scientifiques aussi. Moi, en psychologie, ben oui. Attention. En psychologie, quand même, il n'y a pas si longtemps, je veux dire, c'était les électrochocs, puis les homosexuels, c'était une maladie. Puis c'était quand même des scientifiques qui disaient ça. Là. Donc, dans l'histoire de la science, il y a quand même eu des erreurs. Donc il faut rester vigilant, mais il ne faut pas devenir paranoïaque. Puis c'est cette espèce de juste milieu qui n'est pas facile, en fait. Hein? C'est pour ça que ça prend une éducation. Puis aussi, je pense, une éducation affective dans ton rapport à l'autorité. Il ne faut pas que tu sois trop soumis, mais il ne faut pas que tu sois non plus trop méfiant, que tu ne prends rien de ce qu'on te dit. Fait que ce juste milieu-là, il faut quand même se l'admettre, c'est pas si simple à avoir. Là. C'est un défi. Caroline, j'aimerais savoir, mais je ne sais pas. Êtes-vous présente sur les médias sociaux? Est-ce que vous tweetez? Je l'ai été au début, puis au tout début de la pandémie, là, quand les connaissances n'étaient pas là, j'ai vraiment pris mon rôle de vulgarisation scientifique très au sérieux. Puis au bout de quelques mois, c'était trop chronophage, j'étais incapable de tenir la route. Puis en plus de ça, comme il y avait quelques messages négatifs qui rentraient, tu sais, moi je ne suis pas aussi zen que Valérie, là. Je répondais pas, mais je ne suis pas aussi zen que Valérie. J'ai dit, écoute, le jeu n'en vaut pas la chandelle, je vais faire ce que j'ai à faire dans ma vie de tous les jours, puis je vais arrêter d'être présente sur les médias sociaux. Mais avant la pandémie, j'avais un compte Twitter juste pour suivre les nouvelles. Je n'avais jamais vraiment tweeté. Puis je suis montée à 12 000 followers super rapidement. De façon générale, ça passait bien, mais vraiment, là, c'est trop chronophage. Si tu n'as pas une équipe avec toi qui t'aide à alimenter les réseaux sociaux, c'est impossible. Et donc, j'ai abandonné. J'ai décidé que pour ma santé mentale, j'étais aussi bien nulle part. J'ai pas de compte Facebook. Les enfants sont pas dessus. Non, c'est pas vrai. Les 2 grands sont dessus, mais ils l'utilisent à peine. Alors, j'ai pas tenu le coup. Parce que c'est dur. Ces attaques-là, c'est pas des attaques, surtout dans l'anonymat, là. On s'en prend pas rarement aux idées. On s'en prend à la personne. Oui, c'est ça. On décrit son physique. Surtout les politiciens, là. Je ne sais pas comment ils vivent ça. Ben, d'ailleurs, ils décrochent plus souvent qu'autrement. Mais c'est très agressant. Parce que souvent, c'est à la personne même. Moi, j'aimerais revenir sur le fait que c'est vrai que cette violence-là, elle existe, mais disons que quand on est dans des rapports, entre guillemets, civilisés, on arrive à les contenir, puis c'est vrai que la déclencher, je veux dire, un abord ou une remarque agressive me rend agressive. Puis je ne l'étais pas forcément en arrivant, là, disons, mais si quelqu'un me dit... ça n'a pas d'allure, je ne sais pas, n'importe quoi, ça va me susciter. Peut-être que je vais essayer de me contenir, mais même en me contenant, je vais avoir une réaction somatique ou physique, ou en tout cas psychologique, d'avoir envie de réagir sur un mode agressif. Finalement, ce que je vais dire, c'est que c'est vrai que sociologiquement, ça donne une indication, puis c'est vrai que ça révèle quelque chose de l'ordre d'une pulsion qui était là existante. Mais je veux dire, on n'est pas obligé d'activer toutes nos pulsions. Je veux dire, si on peut en calmer un certain nombre ou se faire... Quelqu'un que j'ai envie d'agresser puis qui m'aborde d'une manière sympathique et cordiale, je vais me retenir aussi. Je vais me dire pourquoi j'irais dire des bêtises aujourd'hui, finalement. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est... Parce
qu'on est dans un pays en paix. Hein? C'est pour ça Oui. aussi qu'il y a autant d'agressivité. C'est un luxe aussi, d'une certaine façon. Tout à fait, Tu sais, on aime mieux quand même les insultes de réseaux sociaux que les bombes en Ukraine. Tu sais, fait que c'est un peu un leurre aussi de penser. J'ai l'impression qu'on veut aussi, même les scientifiques ou les autorités, tu sais, des fois, ça vient avec. C'est-à-dire que si tu vas dans l'agora, dans l'espace public, attends-toi à ce qu'il y ait une violence quand même. T'sais, sinon, c'est pour ça qu'il faut que la science, moi je pense à 95%, continue de fonctionner aussi à côté. C'est-à-dire fasse ses affaires, puis s'attende pas à être aimé pour tout ce qu'elle fait. T'sais, c'est un peu comme les intellectuels. Tu élabores des choses, puis tu te dis, ça va peut-être filtrer dans l'espace public en partie dans 15-20 ans, puis il n'y aura pas tant de monde que ça qui vont le comprendre. Puis il faut se questionner nous-mêmes sur notre propre désir d'être reconnu aussi, puis aimé. Ça, c'est un problème. Donc, il faut travailler sur soi beaucoup quand on va dans l'espace public. C'est quand même... puis là-dessus, moi, mon travail de psychologue m'aide parce que c'est un peu la même chose. Je ne suis pas là pour me faire aimer. Je suis là pour faire avancer les gens, puis des fois, ça ne fait pas leur affaire. Puis c'est un peu la même chose. C'est un peu notre rôle aussi d'essayer de faire avancer la société. Puis quand on essaie de faire avancer, ou c'est comme éduquer les enfants d'ailleurs, ça se peut qu'ils ne soient pas contents. Puis ça, je trouve qu'on est de plus en plus fragile avec ça. Hein. C'est comme si tout le monde veut être aimé puis avoir des likes, mais si tu dis des choses importantes, il y a des bonnes chances que ça dérange. Fait que ça, il faut peut-être assumer un petit peu plus. Oui, mais je pense que si le retour est fait dans le respect, ça va. Ce qui est difficile, c'est quand tu te fais démonter complètement sans aucun respect. Là. Puis c'est ce que Valérie disait, quand ces discussions-là en face à face, on a tendance à les tenir de façon beaucoup plus posée et beaucoup plus respectueuse. Le problème des réseaux sociaux, je pense qu'on est en train de le dire, c'est que avant, on contrôlait mieux. Il y a plein de cercles concentriques de transmission. Comme là, on en a un, tu vois. C'est un cercle, si on parle, les gens, il faut qu'ils viennent à Métropolis Bleu, tout ça. Là, il y a comme des contextes, différents contextes de transmission, mais les réseaux sociaux, on dirait que c'est comme si ça fait fi de ça. C'est ça peut-être la violence. Hein? C'est comme de dire, c'est pas une université, c'est pas un café, c'est pas un festival. C'est comme une espèce de truc où c'est comme pêle-mêle tout le monde dans la rue, puis ça c'est peut-être problématique. Ouais. Oui, puisqu'on se retrouve exposé finalement à l'ensemble de la population dans toute sa diversité, puis dans les gens qui vont réagir de manière peut-être, je ne veux pas dire anormale, mais en tout cas il y a toutes sortes de réactions. Il y a une partie, moi je trouve, mais je ne suis pas psychologue, mais qui relève presque de l'embrigadement sectaire là, par l'exploitation de la détresse, les complots, tous ces mouvements-là, pour moi, c'est comme des sectes en ligne, puis qui sont renforcés par les algorithmes, etc. Il y a aussi des gens qui ont des intérêts, au-delà des intérêts sectaires, mais des intérêts financiers à cette désinformation. L'industrie de la médecine alternative, là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. En ce moment, par exemple, les gens qui sont pris avec la Covid longue, moi, j'ai peur pour eux parce qu'il y a tellement de gens qui leur sautent dessus pour leur proposer toutes sortes de traitements coûteux. Il faut aller aux États-Unis. C'est de l'exploitation du malheur, ça. Puis il y a des gens qui font beaucoup d'argent avec ça. Puis après ça, il y a tous ces mouvements aussi, toutes ces fausses nouvelles, fausses informations alimentent beaucoup le doute. Et c'est leur but. Hein, souvent, c'est pas quand il y a des anti-vaccins, ils veulent pas vous convaincre que les vaccins ne sont pas bons. Ils veulent semer le doute sur le fait que les vaccins soient bons. Il y a une nuance, mais elle est super importante. Et cette stratégie du doute, elle marche très très bien. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ne savent plus, qui ne sont pas des anti-vaccins, qui ne sont pas des pro-vaccins à avoir les yeux fermés, parce qu'il y a toujours eu, on a jamais, entre guillemets, fait confiance à l'intelligence des gens en leur disant qu'un vaccin, c'est une très bonne stratégie, la vaccination, mais des fois, il y a des vaccins qui ne sont pas opportuns. C'est pas, prendre un vaccin contre la fièvre jaune, là, demain matin à Montréal, là, ça sert authentiquement à rien. Puis tu t'exposes à des effets négatifs totalement inutiles. Donc, il n'y a pas, les vaccins, c'est un contexte. Et avec tout ça, il y a beaucoup de gens qui doutent, et c'est ces gens-là qu'il faut essayer de toucher, parce que c'est ces gens-là qui sont dans un espèce de désarroi, qui sont pas embrigadés dans des sectes, qui sont pas désespérés au point de se laisser exploiter parce qu'on va aller, des gens vont trouver un intérêt,
Puis je pense que même dans les politiques, par exemple, qui visent à combattre l'hésitation vaccinale, c'est beaucoup cette frange-là de la population qu'il faut viser, qui ne sait pas, qui ne comprend pas, puis qui voudrait pas nécessairement être rassurée, mais qui voudrait avoir les vrais paramètres du problème pour pouvoir prendre sa décision elle-même. Puis je pense que ça, c'est important de viser ces gens-là. Et on peut le faire aussi au travers des médias sociaux, beaucoup, parce qu'on peut rejoindre comme ça toutes sortes de gens qu'on n'aurait pas rejoints autrement. Moi, sur la question des vaccins, parce que c'est vrai que la pandémie est une chose, puis les vaccins, c'est encore, comme tu dis, une très longue histoire anti-vaccin, pas juste à cause de la pandémie. Sur la question des vaccins, on voit comment ça a donné l'occasion à faire converger le complotisme, l'anti-science et l'anti-modèle occidental. Parce que c'était le vaccin, pour plusieurs, ça va être associé à des grandes entreprises qui vont faire plein de fric à travers ça. Et c'est vrai que c'est vrai que des fois, c'est pas facile. Et c'est associé à l'Occident qui développe la science, qui va accompagner ça, la science qui fait les technologies. Et les gens qui ont les médias sociaux, même s'ils sont ignorants, sont quand même capables d'avoir un téléphone portable, puis d'avoir accès aux médias sociaux. En fait, et même s'ils n'ont rien compris de la science qui est derrière le téléphone et les médias sociaux, enfin, cette convergence-là, le vaccin l'a vraiment provoqué. Puis je me souviens que moi-même, j'ai écrit un article sur les effets de la pandémie sur l'économie, puis j'ai pensé qu'il y aurait le monde avant et le monde après la pandémie, et que l'économie sociale et que l'économie circulaire, etc., bénéficierait d'un engouement post-pandémie, parce que la pandémie allait nous ouvrir d'autres dimensions, une autre façon de penser le rapport à l'environnement. Et je pense que je n'ai pas eu tort complètement. Disons que j'ai eu plus d'espoir que raison, mais enfin, je veux dire, c'est le vaccin lui-même, puis en plus, sans parler de l'autorité des gouvernements paternalistes qui ont dit il y a des populations trop fragiles, les personnes âgées, le personnel des milieux de la santé, etc., qui décidaient à quel âge tu pouvais être faire vacciner, etc. Je veux dire, pour tous ceux pour qui ça, c'est le pouvoir du gouvernement et de l'autorité, on l'a vu, ça a été difficile pour tout, pour la ceinture de sécurité. Des gens se disaient, ben moi, je ne la porterai pas, la ceinture de sécurité. Arrêtez de fumer. Ben moi, j'arrêterai pas. Il y en a qui ont dû continuer à fumer pour ne pas arrêter. Je veux dire, non, mais c'est une blague. Peut-être un dernier tour de table avant d'échanger avec les participants. C'était à faire, personnellement ou socialement, qu'est-ce qu'il faudrait faire différemment? Ayant vécu ce qu'on a vécu depuis 2 ans, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire qui amènerait moins de dérives, que ce soit dans les médias sociaux, dans l'opinion publique? Qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment pour la prochaine fois? Moi, je pense qu'on n'a pas assez fait preuve de pédagogie. On a beaucoup, du point de vue je vais mettre ça du point de vue des autorités politiques, on a beaucoup dit faites ci, faites ça. Et on le voit là avec le désarroi où on est dans une phase où on dit il faut apprendre à vivre avec le virus, puis où les autorités un peu se retirent, puis en gros, je vais le dire grossièrement, mais ça veut dire démerdez-vous. Puis les gens sont complètement déstabilisés par ça parce qu'on ne leur a pas expliqué le pourquoi des choses suffisamment clairement. On ne les a pas suffisamment bien outillés. Et moi, je pense que, j'ai l'impression que c'est toujours le même problème. Bon, en tout cas, c'est un peu mon dada, c'est récurrent chez moi, là, mais je pense qu'on ne fait jamais assez confiance à l'intelligence des gens. Oui, on a des biais cognitifs, oui, on a toutes sortes de choses dans la vie qui peuvent nous emmener à penser n'importe quoi, mais globalement, les gens ne sont pas des imbéciles. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on aurait dû peut-être mieux faire tout le long de la pandémie. Mieux expliquer. Des fois, on a passé des nuances, puis on s'en est mordu les doigts parce que il y avait une raison pour laquelle la situation était nuancée, la position à prendre était nuancée. Puis quand il s'est avéré que, par exemple, je vais donner l'exemple des effets secondaires du vaccin d'AstraZeneca.
Au début, on a dit, oh, c'est pas grave, les effets secondaires, super rare, super rare, super rare. Finalement, on l'a quand même déconseillé à un certain nombre de gens, ce vaccin-là, parce que oui, c'était super rare, mais c'était quand même mieux de s'en passer. Puis ça envoie comme des messages un peu contradictoires, alors que je pense que si on avait dit dès le départ, écoutez, on a des vaccins, ils ne sont pas parfaits, on ne les connaît pas encore bien, mais tout ce qu'on sait de l'histoire des vaccins, de comment ça fonctionne un virus, de comment ça fonctionne le système immunitaire, nous dit que c'est la solution qu'il faut tenter, puis on est tous dans cette grande aventure, puis on va la tenter, puis coup de chance, ça a marché, là, parce qu'on l'oublie, mais on aurait pu ne pas en avoir des bons vaccins. Puis c'est ça que, en tout cas à mon sens, là, si c'était à refaire, peut-être que c'est ce volet-là qu'il faudrait plus développer. Tout à fait d'accord. Moi aussi, je pense qu'on s'est senti quand même un peu infantilisé des fois. Je pense que l'aspect paternaliste aussi, des fois, du discours a mal passé. Hein. Des fois, le pouvoir provoque aussi une réaction. Hein. C'était arrivé, par exemple, avec les carrés rouges, puis l'attitude de Jean Charest qui avait été très... On ne sait plus qu'est-ce qui est la poule ou l'œuf. Puis des fois, quand c'est trop paternaliste pour vouloir trop rassurer, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rassurer une partie de la population, mais tu vas en révolter une autre. Donc, c'est compliqué le pouvoir quand même, mais je pense qu'un pouvoir qui effectivement voit la population beaucoup plus de façon, lui parle de façon plus adulte, plus intelligente, mais aussi, je dirais, plus diversifiée, parce que moi aussi, j'ai fait pas mal de médias là, pendant, des fois, quand Caroline ne pouvait pas, il m'appelait. Parce qu'à un moment donné, c'était devenu un problème de santé mentale aussi, là, la pandémie, donc plus dans la deuxième partie. Puis souvent, la réflexion que j'avais, c'est... Les médias, est-ce qu'on est dans la quantité de monde à qui on parle ou est-ce qu'on veut être dans la qualité du message? Puis là, plus le format est réduit, plus c'est dans la grande écoute, plus tu vas chercher de gens et moins tu peux leur parler en adulte aussi. Parce que là, il faut que tu parles en clip, tu as 2 phrases, puis peut-être 3 si tu es vraiment chanceux. Fait que c'est quand même... Puis il y a une pression aussi de comment ça fonctionne les médias, tout ça, pour que tu sois extrêmement clair puis limpide, puis tellement qu'à un moment donné, tu finis par presque dénaturer ton propre message. Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut être... C'est la pédagogie, c'est à qui on s'adresse. Si je veux rejoindre 5 millions de Québécois, mon message ne sera pas pareil. Fait qu'il faudrait y avoir peut-être une diversité. Moi, j'aurais aimé ça qu'il y ait des sites, par exemple, où ils déposent plein d'affaires pour les gens qui veulent vraiment passer 4 heures à lire ça. Puis ça, c'est une partie des citoyens qui auraient été contents. Puis là, une autre partie, ben oui, ça prend peut-être un message de très grande écoute, avec... Moi, je trouve qu'il y a manqué de débat, par exemple. Je trouve qu'on est trop dans l'infopub tout le temps. Alors que, je ne sais pas, une table ronde comme ça, à heure de grande écoute, avec des gens qui ne sont pas d'accord, qui reflètent la diversité d'une société, moi, je pense que ça aurait apaisé la violence des réseaux sociaux. Par exemple, quelqu'un qui aurait pu parler, Caroline, avec des gens qui ne seraient pas d'accord, puis dans un cadre plus, je dirais, socialisé et civilisé, qu'il y a 4-5 millions de personnes qui regardent ça, ça aurait été passionnant, un grand débat sur le vaccin ou la pandémie ou tout ça, puis moins que juste le message, je dirais, d'en haut, ça a été un petit peu enfoncé dans la gorge, puis je pense que la population a mal réagi, il y aurait eu moyen de faire ça plus démocratiquement, plus diversifié, ouais. Ouf, j'espère que ça ne sera pas à refaire, Seigneur. Mais... Avec le climat, bientôt. Ouais. Oui, c'est ça, mais ça ne sera pas mon expertise. Tu vois, ça, je suis capable de dire, je ne sais pas. Mais je pense que, tout à fait, démocratiser la pédagogie, mais au-delà des médias, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un besoin au niveau de certains groupes de la population qui étaient rejoints par rien, là. Que ce soit médias sociaux, médias traditionnels, radio. On est en train de faire des petits projets présentement à Montréal-Nord, Parc Extension, où on se rend compte que la demande de la population, c'est de dire, j'ai quand même envie d'avoir un certain pouvoir sur ma vie et de comprendre qu'on ne m'a pas complètement oublié. Le message, malgré tout, était très homogène, blanc, français-anglais. Et il y a tellement de sous-groupes, il y a tellement de nuances, même entre les médias. Puis moi, je l'ai vu, là, entre les médias francophones puis les médias anglophones, c'était un monde. Je passe beaucoup mieux dans le francophone que je passe dans l'anglophone. Là, je vous le dis tout de suite. Dans le reste du Canada, je me fais turlupiner régulièrement
Alors qu'au Québec, du côté francophone, ça va mieux. Les craintes ne sont pas les mêmes, les références ne sont pas les mêmes. Du côté anglophone, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de crainte puis d'anxiété. Là, c'est des gens qui voudraient avoir du vaccin dans leur café tous les matins. Pas tous, bon, peut-être pas l'Alberta, là, mais il y a énormément de subtilité, puis de donner un message qui rallie tout le monde, c'est impossible. Comment est-ce qu'on fait pour passer outre ça, à part de commencer très jeune, c'est-à-dire de faire de l'enseignement des sciences dans les écoles, que les gens puissent comprendre ce qu'on leur explique, qu'ils puissent aussi aller lire par eux-mêmes. On ne réglera pas ça demain, mais je pense que l'idée, c'est vraiment de démocratiser cette science-là pour que les gens puissent se poser les bonnes questions, un peu comme Nicolas disait, là, de tout gober ce que je dis. Moi, je pense que c'est parfait, cela dit, là. Mais de tout gober ce qui est dit, il ne faut pas ça non plus. Il faut garder cet esprit critique-là, puis se dire, moi, lui, quand il me dit que la moyenne du changement climatique, la moyenne de la température au Québec n'a pas changé depuis 10 ans, donc il n'y a pas de réchauffement climatique, et je suis prof de maths, tu sais, c'est quand même un peu... C'est pas ça qu'il faut dire, là. Mais il faut que l'élève soit capable de se dire, oh, mais là, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce qu'il vient de me raconter. Mais donc, la prochaine fois, il faut qu'on ait été capable, par la science, cette fois-ci, de comprendre les tenants et les aboutissants de toutes les interventions qu'on aura mis en place. Quand on a décidé de fermer les écoles, par exemple, on n'avait aucune idée de ce que ça allait faire, là. Mais il faut profiter de ce qu'on a fait, comme bon ou mauvais coup, pour que la prochaine fois, on soit capable de dire, je prends cette décision-là, je sais qu'en contrepartie, il y aura ABC comme effet négatif, mais je vais l'expliquer et dire, le virus est tellement contagieux que oui, je suis prêt à prendre le risque de retard scolaire et autres, mais au moins, on le saura. Je pense qu'il faut se documenter, il faut faire de la science sur ce qu'on a mis en place cette fois-ci, pour qu'une prochaine fois, on soit mieux outillé pour prendre les décisions. Mais je ne peux pas faire autrement que d'être d'accord. Je pense que, d'abord, je le répète, la pandémie a donné un boost à la science, à la fois et sur la scène publique. C'est-à-dire que les recherches scientifiques, les scientifiques ont démontré une immense agilité, ont pu mettre en valeur des recherches fondamentales sur lesquelles ils travaillaient, mais dans l'ombre. Puis là, tout à coup, notamment avec les nouveaux vaccins, et donc c'était un grand boost pour les recherches psychologiques, en pédagogie, en plein de domaines, sur la détresse, la santé mentale. Je veux dire, nous autres, on fait des actions concertées. On a fait une sur la santé mentale des travailleurs en période de pandémie. Je veux dire, ce sont 8 ministères à avoir été intéressés à participer à financer ces recherches-là. Et il y a plus de publications, il y a plus d'espace médiatique à des explications journalistiques. Alors, ça n'a pas été juste des fake news, là. Ça a été aussi beaucoup de... Cela dit, c'est clair que c'est un travail à très long terme. Il faut s'atteler à l'éducation dès le plus jeune âge, à l'intérêt. Il faut soutenir Canal Savoir Média, Télé-Québec, des chaînes et les émissions scientifiques dans les grandes chaînes, parce que c'est une façon extraordinaire de soulever de la curiosité, faire naître tout ce qui est la base des carrières scientifiques. C'est d'abord le désir de savoir, de comprendre, de mieux connaître et de développer un terrain ou une expertise sur des choses. Alors, tous les médiums sont importants et principalement les médias visuels qui attirent les enfants ou qui les sensibilisent à des dimensions auxquelles, mieux qu'une équation algébrique. Bon, alors, comment dire, pour nous, au fond, c'était très révélateur parce qu'on a lancé beaucoup de choses autour de la pandémie, même beaucoup d'actions concertées, des observatoires, des réseaux, etc., sans compter toute la recherche sur les vaccins qu'on a beaucoup soutenue. Je veux dire, on a fait beaucoup de projets COVID, hors programme, hors tout, pour comment répondre aux plus urgents, à des besoins que tout à coup la pandémie suscitait. Puis je peux dire que du côté des sciences humaines et sociales, qui est mon secteur, les recherches, c'est pour les 25 prochaines années à venir, consécutives aux effets de la pandémie.
Parce que ça, c'est, je veux dire, le plus urgent, c'était quand même le génétique, le biologique, le microbiologique, etc. Mais je veux dire, ce que ça va avoir donné comme terrain pour les études sociologiques, c'est incroyable. Est-ce qu'on a des questions, observations? Je pense qu'il y avait quelqu'un qui levait la main depuis tout à l'heure. J'avais une question, mais finalement c'est un peu revenu plus tard dans la discussion, donc c'est pas un souci, mais je trouve ça juste intéressant, enfin, là qu'on glisse un peu plus sur le volet des relations entre sciences, pouvoir et politique, parce que finalement j'ai l'impression que le message scientifique pur, il ne peut pas vraiment dans des conditions aussi politiques et économiques que ce qu'elles ont été pendant la crise du Covid. Elles sont difficiles à dissocier, et du coup j'ai l'impression que l'enjeu, vous parlez par exemple de faire de la science sur les mesures qui ont été prises. Mais par exemple, le choix des mesures, est-ce que ce choix des mesures, ça peut vraiment être on va dire une élite scientifique qui peut définir quel est le choix des mesures, qui serait en partenariat ou en dialogue avec le politique, mais jusqu'à quel point est-ce que les gens et les gens qui vivent, il y a des arbitrages à faire, il y a des arbitrages qui vont être à prendre, notamment en termes de santé mentale et de diffusion du virus, par exemple. Qui est légitime, comment prendre ces décisions, comment faire de la science là-dessus, parce que je pense que ça devient éminemment politique. Mais je pense qu'il faut être capable d'évaluer les conséquences des décisions qui ont été prises. Quand on prend une décision qu'on est en pleine urgence sanitaire, c'est sûr qu'il n'y a pas nécessairement le temps d'avoir une prise de position avec une implication citoyenne. Cela dit, je pense qu'une prochaine fois, il y aurait moyen d'avoir davantage de concertation. Parce que c'est vrai qu'au début de la pandémie, les décisions étaient prises par, en fait, le conseil exécutif du ministère, là, avec ou sans la santé publique. C'était des décisions purement politiques. Mais si jamais il fallait que ça continue encore des années, je pense que cette espèce de forum où il y a un peu de tout le monde, là, incluant du citoyen moyen, là, on n'a pas le choix que d'aller entendre ces voix-là aussi, parce qu'effectivement, la santé mentale, elle avait zéro été prise en compte au départ, là. En fait, les gens pensaient que ça allait durer le temps de se serrer les fesses puis ça allait passer, mais c'était pas le cas. Et donc, pour le futur, si jamais il faut qu'on revienne à d'autres vagues de cette pandémie-là ou à une prochaine pandémie, on n'a aucun choix que d'aller avoir un certain forum citoyen. Puis, je sais pas comment est-ce que ça se fait là, au niveau politique, parce que je suis pas dans le politique, mais il va falloir que, même autour de tes fonds de recherche, probablement que ça serait là que ça pourrait se vivre. Ben, oui, j'allais dire, ben, pour moi, quand je disais tantôt, on a manqué de pédagogie pendant la pandémie, je pense que sur ça aussi, sur le processus de décision, qu'est-ce qui relève d'une décision scientifique, qu'est-ce qui relève d'une décision politique, c'est pas clair, pas tout dans la tête des gens. Puis le fait qu'on ait choisi en plus au Québec d'avoir ces conférences de presse à deux têtes avec un directeur de santé publique qui est sous-ministre, ça a tout mêlé les messages. Puis la santé publique, c'est pas de la science, puis la santé publique, c'est pas de la politique non plus. Puis bref, on n'a pas clarifié la patinoire. Puis ça a engendré énormément de confusion tout au long de la pandémie. Puis c'est vrai que on n'a jamais finalement bien expliqué comment les décisions étaient prises, par qui, sur quelle base. Et effectivement, je pense que le Québec est un peu dans une situation à part. Il y a d'autres juridictions qui ont choisi, par exemple, de faire appel à un conseil scientifique qui soit en dehors du gouvernement, puis qui disent, bon, on va faire telle affaire, comme par exemple, ça a été le cas en France. Puis en fait, ça a comme plus ou moins, mais ça, c'est des expériences qui, je pense, vont devoir être analysées, notamment par des chercheurs, mais ça a plus ou moins bien marché, parce que les messages du conseil scientifique n'étaient pas les mêmes que les messages du politique. Là, le politique essayait toujours de justifier par rapport au scientifique. Le scientifique lui-même sentait bien qu'il y avait des affaires où il n'était comme pas à sa place, puis qu'il y avait des... Tout n'est pas scientifique. Là. La politique, c'est faire des choix. Ouais. Puis il faut faire des choix. Tu n'as pas le choix. Donc il faut que la décision, elle soit politique. Mais on a comme tout mêlé tout ça, puis on n'a pas trouvé encore le modèle idéal. Moi, je pense qu'il y a des volets qui ont été sous-utilisés. Puis je ne sais pas si un conseil scientifique aurait été une bonne idée, mais peut-être un espèce de conseil de sages éthiques,
avec, oui, des citoyens éclairés, des scientifiques, des politiques, des psychologues, pour essayer de mettre les choses à leur place. Oui, finalement. mais je ne sais pas parce ça que... aurait été, mais ça aurait perturbé le message. Puis en bout de ligne, c'est le politique qui décide. Et en bout de Parce ligne, que- c'est toujours le politique. Parce que, puis c'est un collègue qui disait ça, puis je trouvais que sa phrase était parfaite, le scientifique doit pouvoir donner ses recommandations, mais le politique ne devrait pas gouverner. Le scientifique ne devrait pas Tout à gouverner. fait, tout à fait. Parce qu'autrement, on s'en sort pas, là. Puis on l'a très mal expliqué parce que, par exemple, l'histoire des couvre-feux, quand on a Ouais. réinstauré le couvre-feu, là, on a dit, ouais, le politique instaure le couvre-feu, mais on n'a pas d'études qui nous montrent l'efficacité du couvre-feu. Oui, c'est vrai, mais peut-être le fait qu'on n'ait pas d'études qui justifient le couvre-feu n'est pas en soi une raison suffisante pour ne pas décider de mettre un couvre-feu. C'est une décision politique. Puis la science, c'est pas à coup de 3 couvre-feux sur 2 Non, ans c'est qu'on ça. peut déterminer si un couvre-feu marche c'est ou ça utile marche ou pas. Là. Ça marche pas comme ça, la science, on le saura peut-être jamais là, si un couvre-feu ça marche. Là. Puis ça ne marche sûrement pas tout le temps. Là. Mais ça pose des questions quand même sur la structure de notre société. C'est une très bonne question que tu poses parce que la pire façon, je pense, de réagir à la pandémie et à toutes les crises, c'est de toujours éteindre le feu. Puis c'est ça qu'on fait. Au lieu de se dire, bon, on a vécu ça, comment est-ce qu'on peut faire de la prévention? Parce qu'on dit ça, de ça qu'on parle depuis tantôt, l'éducation, la mixité, aller voir dans... C'est des choses qu'on devrait faire tout le temps. Mais comme la société n'est pas structurée, ben, qu'est-ce qui arrive quand il y a une crise? Ben, c'est ce que tu as mis en place qui va se passer, dans le fond. Hein? On n'était pas pour mettre en place une nouvelle société en 3 semaines, c'est impossible. Donc, l'articulation du politique avec le scientifique, mais pas juste ça. Moi, je peux te le dire, pour mon domaine, la santé mentale, il n'y a aucune consultation du politique avec... C'est pour ça que les psychologues quittent le réseau public, parce qu'il n'y a aucun vrai dialogue. C'est imposé de façon totalement autoritaire, sans aucune considération pour le métier, la science, les connaissances qu'on a. C'est uniquement du politique, c'est-à-dire, au fond, ils veulent rouler un budget. Puis peu importe ce que les psys vont leur dire, ils n'écoutent pas. Donc, tu vois, ça, c'est un cas où il n'y a vraiment aucun dialogue. Mais c'est quand même important ce que tu dis. En éducation, c'est la même chose. Hein? Les profs ne cessent de s'en aller, puis ils n'écoutent pas. Les infirmières ne cessent de quitter. Ils n'écoutent pas parce que là, il y a un abus du politique. Il n'y a pas un équilibre entre le politique, puis disons, on pourrait dire les gens sur le terrain, ou la science, ou les connaissances. Puis dans toutes les sociétés, c'est quand même problématique. Ça. Il n'y a pas de modèle idéal, mais je pense qu'on serait dans une belle période pour réfléchir à ça quand même. Ce serait vraiment génial, mais c'est souvent ça qu'on ne fait pas, parce que la politique aux 4 ans, c'est on va se poser des questions, puis après ça, on retombe en campagne électorale. Après ça, on défait ce que l'autre a fait. On défait ce que l'autre a fait avant. Je voudrais, parce que je crois qu'il y avait une dame qui avait demandé la parole. Ah, c'est vous. Alors, allez-y. Et puis, essayons de faire des questions brèves et des réponses brèves, parce que là, on est en overtime. Voyons, là. Temps supplémentaire de départ. On est en TSO. Alors, allez-y. J'avais 2 points, mais je vais juste en regarder un. Moi, c'était par rapport à l'idée intéressante du débat autour du vaccin, mais qui je trouve qui est aussi très périlleuse, parce que donc là, moi, c'est quelque chose que je remarque, surtout parce que je suis les médias en France, mais je pense que ça s'applique aussi au Québec, que je suis de moins loin, mais un peu quand même, sur la légitimité des intervenants. Où on a vu, moi j'ai vu de nombreux débats en France avec des gens qui étaient, comme on a un prof de maths qui pouvait parler, ou je sais pas moi, un caissier, ou enfin on n'a pas invité des gens des ouvriers, mais des gens qui n'étaient pas légitimes pour parler de quelque chose, qui étaient venus pour donner leur opinion, et où on se retrouvait en face à face avec quelqu'un qui avait les connaissances pour parler du sujet, versus quelqu'un qui n'avait pas les connaissances pour parler du sujet, et où on a donné l'impression que le poids des paroles était équivalent. Et ça, c'est une responsabilité, je pense, des journalistes. C'est pas pour viser les journalistes en soi, mais en France, en tout cas, dans les médias mainstream, c'est quand même très répandu, sur le choix des intervenants. On ne peut pas faire intervenir n'importe qui sur n'importe quel sujet. Je pense que ça, c'est vraiment un choix. On peut avoir des avis divergents, mais il faut que les connaissances de la personne soient légitimes. Et ça, je pense, c'est une critique que je peux faire sur les médias par rapport à la Covid, mais qui se fait sur tous les autres sujets. Par exemple, il y a des informations, moi, par exemple, sur l'impact environnemental de notre consommation
critique par rapport à ce qui était sorti. Et je trouve que ce travail de connaissance des journalistes, et après, donc là c'est encore un autre point, mais qui, je pense qu'il est vraiment crucial pour faire avancer les choses. Est-ce que je peux dire un petit mot là-dessus parce que, en fait, votre intervention rejoint ce que j'aurais ajouté. C'est-à-dire que le politique, en ce moment, pendant toute la crise, a géré la crise avec les médias. Et là, c'est les médias télévisuels et les journaux, relayés après ça par... Et toute l'opposition, parce que la Chambre, le gouvernement, le Parlement se réunissait même pas. Le gros de la crise a été vraiment géré. Et là, je suis absolument d'accord avec toi, et ça revient à l'autre question fondamentale, c'est qu'une opinion vaut une opinion. Quel que soit le porteur de cette opinion-là, on est dans cette culture-là. Qu'un vote vaut un vote, une opinion vaut une opinion. Et effectivement, avant de venir, je pensais à ça, puis je me disais, les médias, c'est incroyable. Ils demandent à 3 nobody dans la rue. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et là, tout à coup, la personne a une opinion qui est magnifiée incroyablement, qui va se retrouver dans plein de maisons, et que c'est quelqu'un qui ne pensait même pas être questionné là-dessus 5 secondes auparavant, qui n'a aucune compétence là-dessus. Puis on écoute ça. Ça m'enrage, moi, parfois. Je me dis, puis là, en plus de ça, ça passe en chaîne, parce qu'on dirait que Radio-Canada ou d'autres n'ont pas assez d'argent pour faire plus d'entrevues, fait que c'est la même affaire à 5 heures, à 7 heures, à 9 heures, à 10 heures, à minuit. On la revoit, enfin. Oui, brièvement, parce que moi, à chaque fois que je participe à quelque événement public que ce soit, ça finit toujours que c'est la faute aux médias. Donc c'est normal, parce que... Non, mais... ils prennent beaucoup de place, oui, tu ne peux pas le nier, ils ont beaucoup de pouvoir. Laissez-moi finir ma phrase. Je suis tout à fait d'accord, il y a même un mot pour ça, c'est la fausse équivalence. Ces débats, ça n'a aucun bon sens. Et la France est assez bonne pour bien connaître ce qui se passe des deux bords de l'Atlantique. La France est assez bonne pour ces fausses équivalences dans les opinions. Il y en a encore plus qu'ici, où il y en a déjà trop. Il y a plusieurs problématiques là-dedans. D'abord, il y a le fait que les médias courent après l'argent et les médias présentent ce qui marche. Un média, s'il passe des débats comme ça va crier dans tous les sens, particulièrement en France, puis ça va pogner. Et ça veut dire qu'il va y avoir un fort audimat, il va y avoir de la forte publicité, puis ça va ramener de l'argent. Puis cet argent-là, les médias en ont besoin. Et au départ, il y a 2 problèmes avec les médias qui sont des problèmes majeurs. Un, il y a la question de la formation particulièrement scientifique des journalistes. Ça s'améliore, moi, en 30 ans, ça fait 30 ans que je suis journaliste, mais j'ai enseigné aussi le journalisme scientifique pendant longtemps. Il y a vraiment une amélioration très nette là, de la manière dont les médias comprennent la science, mais il reste un gros paquet de marge de progrès. L'autre chose, c'est que les médias sociaux, une des choses les plus énormes qu'ils aient bouleversées, c'est justement les médias. Parce que là, on s'est retrouvé à devoir faire de l'information de meilleure qualité que jamais, qui est effectivement solide, costaud, fouillé, etc., avec 80% des revenus des médias qui sont partis chez Facebook. Donc là, on doit en faire plus avec infiniment moins. Et ça, c'est juste pas possible. Donc ça fait qu'on tourne les coins ronds, ça fait qu'on diffuse 50 000 fois la même affaire, ça fait qu'on passe ce qui marche le plus possible. Et ça, tout ça, c'est pas bon, je suis entièrement d'accord. Il y a un mouvement en ce moment qui va dans la bonne direction, qui est qu'il y a un certain nombre de médias qui ont réagi en disant notre valeur ajoutée, c'est le contenu, et c'est vrai. Puis bon, moi je travaille pour l'Actualité, qui est un média sérieux où on fera jamais des débats comme ça. Mais il n'y en a pas tant des médias qui sont 100% sérieux, je dirais. L'autre question, c'est comment on fait pour aller récupérer l'argent qui est parti chez Facebook. Puis là, il y a beaucoup de choses qui sont en cours, mais ça va vraiment être difficile parce que c'est leur modèle d'affaires. Et en Australie, en Australie, il y a eu un mouvement du gouvernement pour ramener l'argent de Facebook dans les médias, qu'on essaye d'imiter ici, il faut savoir que la réaction, et c'était dans les nouvelles hier ou avant-hier, là, de Facebook, ça a été d'augmenter la propagation de fausses nouvelles pour discréditer les médias.
Donc, puis on combat vraiment pas sur un pied d'égalité. Ah, Et ça, c'est difficile. Et évidemment, on arrête beaucoup la discussion à les médias font plein de conneries. Oui, ils font plein de conneries. Si. Non, mais je suis la première à le reconnaître. Mais on a besoin d'argent. C'est aussi simple que ça. C'est qu'ils sont en face du politique. Oui. On l'aime, ça début. Oui, dernière intervention. Un des aspects que vous avez mentionné, ben, ça a juste été mentionné en passant, que je trouve que c'est un peu dommage parce que vous n'avez pas beaucoup mentionné de la méfiance de certains secteurs de la population face à la science, alors que, quelque part, des fois, c'est pas tout à fait injustifié quand on pense à des histoires comme l'histoire de Lipitor, il y a quelques années, qui a été approuvée par la FDA, qui a dû être retirée. Et je pense que le fait que la science étudiée à des fins pécuniaires fait en sorte que les gens ont des réservations qui sont pleinement justifiées face à la science. Et ça cause des problèmes. Le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est aussi l'aspect. Je pense pas qu'il y a de problème avec la COVID et de nature scientifique, dans le sens où je pense que le problème à la base, c'est que c'est quelque chose à laquelle il faut faire un front commun. Et dans la société où on se trouve, on est dans une société pluraliste. Puis à quelque part, c'est extrêmement difficile parce que tu as beau avoir 90% de la population qui fait tout ce qu'il faut, si tu as un 10% qui font tout croche, ils peuvent tout saboter pour tout le monde. Puis à quelque part, le problème, c'est que les gens se tournent vers la science alors que la science peut proposer des pistes de solutions, peut proposer des solutions techniques. Mais les solutions non techniques, c'est pas d'ordre de santé publique, justement, c'est quelque chose, je pense qu'on en demande trop à la science. Puis à quelque part, ça sert un petit peu. En tout cas, c'était juste une réflexion, mais je vous laisse avancer. Ben, je pense que le problème vient d'une mauvaise définition de ce que c'est que la science. Et la santé publique. Si on prend la question des vaccins, par exemple, avec Pfizer, on le sait que ces compagnies-là, elles n'ont pas toujours eu un comportement exemplaire. Leur objectif dans la vie, c'est pas de sauver des vies, c'est de gagner de l'argent pour leurs actionnaires. Mais il y a une couche, c'est-à-dire que les compagnies, elles nous proposent des affaires. Mais c'est pas elles qui décident quel vaccin on va avoir dans le bras, c'est les comités d'immunisation. Puis ça, on gomme un peu cet aspect-là. Puis par exemple, on est en ce moment là dans combien de doses on doit prendre à la longue. Par rapport à ce que certaines compagnies voudraient, les comités d'immunisation freinent des deux pieds. Puis ça envoie un message qui est que les gens ne comprennent pas parce qu'on revient à qui a quel rôle, quoi. Donc, je pense que c'est un des aspects qui est perturbant. Moi, j'aimerais dire que c'est vrai que les médias ont des défauts, mais c'était pas ça que je voulais dire tout à l'heure. Je voulais surtout dire que non, mais ils étaient ce à quoi devait réagir le gouvernement pour prendre des décisions. Je veux dire, quand on voyait les civières sortir des CHSLD, on comprenait qu'un gouvernement ne pouvait pas agir. Sur la question des sciences, mais la réponse est la même, c'est pour ça que je reviens là-dessus, c'est que c'est vrai que les scientifiques ne sont pas financés que par des études faites par des fonds publics. Plusieurs d'entre eux, et la grande majorité même, travaillent dans des compagnies privées et pour lesquelles les intérêts ne sont pas nécessairement... c'est de la recherche plus dirigée, c'est de la recherche orientée, etc. Puis on sait même que parfois, il y a eu le rôle des scientifiques a été très nocif autour de la question du tabac, des insecticides, certainement de certains médicaments, etc. Le rôle des scientifiques qui étaient porte-parole pour une compagnie ou qui validait des informations, etc. Je ne vais pas dire que c'était nécessairement faux ce qui était dit, mais on comprend qu'ils défendaient des intérêts qui n'étaient pas nécessairement le bien commun. Bien, ça, c'est réellement un problème qu'a la science, puis il ne va pas être simple à résoudre parce que les professeurs d'université qui travaillent dans des laboratoires payés par des fonds publics, ça ne sera pas de moins en moins la majorité. Ouais, mais tout ça, c'est la gestion du conflit d'intérêts, puis c'est la divulgation du conflit d'intérêts. Je veux dire, moi, je le déclare tout le temps, je le dis, je n'ai pas de fonds privés, mais en bout de ligne, parce que c'est moi le Comité sur l'immunisation du Québec ou avant canadien,
Je ne vais pas dire le contraire de ce que mon comité a sorti. Là. Je veux dire, il faudrait être nono. J'étais sur le comité, on s'est entendu. Bien, mon opinion va être la même que ce que la santé publique va sortir. Donc, on a tous un biais d'information quelconque. Là, on voit la patate d'un côté ou de l'autre, mais je suis d'accord que d'un point de vue compagnie pharmaceutique, c'est sûr que la grande majorité des gens vont les voir comme des cash cows. Là. Ils sont là pour faire de l'argent, mais en passant, ils développent des produits. Puis oui, c'est certain que eux, leur but, c'est de faire de l'argent à leurs actionnaires, mais en même temps, ils ont des produits qu'on va essayer d'utiliser dans le meilleur intérêt possible pour la population en général, mais compliqué. Oui, puis j'ai beaucoup aimé le chemin qu'on a fait dans la discussion parce que c'est sûr qu'on a toujours envie de taper sur les médias en premier. Ça, c'est toujours le premier bouc émissaire. Après ça, on se dit, c'est peut-être un problème d'argent finalement. Parce que c'est vrai, tout est un problème d'argent pour la science, pour les médias, parce qu'au fond, si on veut avoir, pour répondre à monsieur tantôt, les meilleurs scientifiques qui sont engagés, par exemple, par un magazine, bien évidemment qu'il faut des fonds. Hein? Par exemple, nous deux, quand on passe dans les médias, c'est parce qu'on a un autre travail qui paye notre vie. C'est quand même ça. Là, on fait ça presque en bénévolat. Donc, il y a quand même un vrai problème d'argent. Puis après ça, on arrive au problème qu'on a soulevé tantôt. La seule chose qu'on peut faire, c'est le politique. Parce que, je veux dire, s'il y a un problème d'argent, le seul moyen de contrer ça, c'est que politiquement, on investisse. Par exemple, on parlait tantôt de Télé-Québec ou de d'autres médias, mais il peut y avoir une subvention au magazine, il peut y avoir une subvention à l'éducation scientifique. Le seul moyen de contrer celui qui a le plus d'argent va dominer, dans le fond, ce que les gens vont rechercher et savoir, c'est d'investir, de contre-investir dans quelque chose de plus... Ben, c'est ça, c'est exactement, dans un monde capitaliste. Fait que tu investis dans l'éducation, dans la justice sociale, dans des médias, puis dans tout ce qu'on a dit, ça prendrait de l'argent, mais donc aussi, on revient au problème du politique, qui est quand même un maudit gros problème. Quelle belle conclusion! Sur ces bons mots. Juste un petit commercial. Si vous avez encore le goût d'entendre parler de médias sociaux et de leur rôle, cet après-midi à 2h, il y a une autre table ronde en anglais que j'aurai encore le plaisir d'animer, où il y aura un représentant de Twitter Canada, une épidémiologiste de Johns Hopkins et un professeur au département de communication de Northwestern en Illinois. Donc, c'est ici même, ben pas dans cette salle, mais même hôtel, à 14h. Vous êtes tous les bienvenus, moyennant avoir payé vos billets, évidemment. On demande, encore l'argent. On demande aussi d'attirer votre attention sur le fait qu'il y aura à 14h30 un dialogue à la Grande Bibliothèque entre Nancy Houston et Alain Farah. Donc, en notre nom à tous, je veux remercier nos 4 panélistes qui se sont pris leur rôle avec brio. Et je les remercie.